Aucun problème ne peut être résolu si on n'a plus le pouvoir. Si vous n'avez plus de budget, si vous n'avez plus de monnaie, si vous n'avez plus de frontières, si vous n'avez plus d'armée, si vous n'avez maintenant plus de justice, enfin en tout cas vos juges obéissent à une jurisprudence européenne, vous n'avez plus le pouvoir. Donc la question centrale du pouvoir, elle est là. Donc je répondrai aux gens que s'ils ne s'intéressent pas à l'Europe, l'Europe, elle s'intéresse à eux et de plus en plus. La passion dominante de la classe dirigeante française, c'est de penser autrement que le peuple. Alors c'est vrai un peu de toute classe dirigeante. Toute classe dirigeante sécrète ses propres références et a envie, c'est le concept de distinction de Bourdieu, qu'il n'a d'ailleurs pas inventé, il l'a trouvé sous la plume de sociologue italien, mais grosso modo c'est quelque chose qui existe, c'est un invariant. En France c'est spécialement puissant. C'est spécialement puissant parce que le peuple est d'une certaine façon très intelligent. Il a ce culte aussi de l'égalité, c'est Tocqueville qui le dit, la passion dominante en France, c'est la passion d'égalité. Et donc la classe dirigeante française ne va pas être admirée, elle ne va pas être célébrée spontanément par la population. Les gens vont plutôt être envieux ou se dire mais en fait c'est beaucoup de chance, vous êtes le fils de machin, grosso modo, toute la révolution est là, toute la révolution et l'abolition des privilèges est là. Guillaume Bigot, bonjour, merci d'être venu nous voir. Vous êtes l'un des responsables de la revue souverainiste Front Populaire. Vous écrivez, en tout cas, vous êtes essayiste, vous êtes politologue et éditorialiste. On vous voit et on vous entend souvent sur CNews et sur Sud Radio. Vous êtes aussi le président d'un think tank qui s'appelle France Souveraine. On est très heureux de vous recevoir, nos lecteurs vous aiment bien, ils vous connaissent. Merci pour votre invitation, d'abord Marc Baudrier, bonjour à tous. Voilà, alors on voulait d'abord savoir un petit peu qui vous êtes, parlez-nous un petit peu de vous. Vous êtes d'ailleurs longtemps présenté comme un homme de gauche, notamment sur votre fil Twitter, et vous ne le faites plus. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme de gauche? En fait, non, mais je suis quelqu'un qui essaye de pas se renier, en tout cas. Ça a l'air... c'est vrai que j'ai beaucoup de mal, maintenant, à défendre, non pas le fait que je vienne de la gauche et que je me reconnaisse encore dans ce que fut la gauche. J'ai pas de difficulté avec ça. Et la seule incartade, j'allais dire, en politique... que j'ai faite, c'est en soutenant la candidature de Jean-Pierre Chevènement en 2002, qui était à gauche, et je ne le renie pas, j'ai un attachement très fort aux classes populaires dont je viens. Je pense qu'il y a, comme dit l'autre, souvent les valeurs de droite sont des valeurs mobilières, et il y a quelque chose comme un idéal d'égalité, c'est dans notre devise nationale, mais quand on regarde aussi ce que faisaient les rois de France, les invalides, c'est rien d'autre qu'un hôpital pour les blessés de guerre qui n'avaient pas d'argent. La Salpêtrière, c'est un hôpital pour les femmes de joie. L'Hôtel-Dieu, c'était vraiment pour les mendiants. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose dans la France qui est profondément lié à la justice sociale. Je le ressens peut-être parce que je viens aussi de cet univers-là, mais je crois aussi que si on en est là où on en est aujourd'hui, ce que dénoncent des gens dits de droite, par exemple l'immigration, par exemple la désindustrialisation, c'est grosso modo parce que le patronat, pendant 40 ans, quand je parle du patronat, c'est pas les gens qui sont à la tête des PME qui défendent leur bout de beefsteak très durement. Non, je parle de ce qu'on appelle grand capital. Ils ont délocalisé. Alors on s'arc-boute sur la dette, on s'arc-boute sur les charges sociales, sans comprendre que ces charges sociales, c'est une conséquence. Ce n'est pas la cause. Les charges sociales ont cru de manière exponentielle en France, c'est vrai. Le travail est devenu trop cher, c'est vrai. Mais pourquoi ? Parce que il y a eu un choix qui était assumé par des gens qui incarnaient aussi ce que défendait sociologiquement la droite, c'est-à-dire l'argent. Ils ont décidé de déplacer le capital ailleurs. Ça a créé tous ces problèmes. Bon, moi j'ai beaucoup de mal, je dois vous avouer, maintenant à tenir ces positions de gauche, de droite, parce que simplement j'ai toujours eu cette impression que quiconque préfère la droite à la France est soit un traître, un idiot. Quiconque préfère la gauche à la France est un traître ou un idiot. C'est de plus en plus vrai. C'est d'autant plus vrai, je pense, que on a eu, si vous voulez, des définitions de ce qu'était le clivage droite-gauche qui étaient relativement claires.
Ça démarre avec la Révolution française, et on voit bien que les gens qui sont pour la monarchie sont de droite, les gens qui sont pour la République sont de gauche. Ça dure peut-être jusqu'en 1870. Ensuite, on a l'émergence du socialisme. Alors après, on voit bien, je parlais du grand capital, c'est un discours un peu marxiste que je ne fais pas mien, mais grosso modo, on voit bien quand même le partage du travail. Ça traverse tout, ça démarre au 19e, ça traverse tout le 20e siècle jusqu'en 1991, la chute du mur de Berlin. On a des gens qui sont pour le socialisme et des gens qui sont pour le capitalisme. Ça va même créer la fracture de la guerre froide, si vous voulez. Donc ça, c'était assez clair comme point de repère. Qu'est-ce qu'il y a comme point de repère depuis 1991 ? Qu'est-ce qu'on appelle la gauche ? Qu'est-ce qu'on appelle la droite ? Moi, je me souviens, et vous aussi, cher Marc, qu'en 1992, de manière assez extraordinaire, la démocratie française s'était revitalisée. Il y avait à nouveau une opposition et une majorité. Mais c'était autour de la question européenne. Autrement dit, il y avait les gens qui étaient pour l'Europe, des gens qui étaient contre l'Europe. Et là, on pouvait faire démocratie, ça fonctionnait. Alors on dit que M. Macron a, lui, détruit la droite et la gauche. Je ne pense pas. Je pense qu'il a tiré des conséquences politiques et logiques du fait que la gauche et la droite avaient déjà été totalement ubérisées, pas par les nouvelles technologies, mais plutôt par l'effondrement du mur de Berlin. Ensuite, je crois qu'il y a, si vous voulez, une réduction ad Hitlerum dont on est en train de sortir, c'est-à-dire le fait que dès que vous discutez des bienfaits de l'immigration, on vous renvoie aux heures les plus sombres, on vous renvoie au fascisme, on vous renvoie au nazisme. Ok, mais il y a une réduction ad Stalinum, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas discuter de la toute-puissance des marchés sans être immédiatement renvoyé à « Oh, mais mon pauvre ami, on sait bien que le communisme, ça n'a pas fonctionné. » Mais dites donc, qu'est-ce qui a créé le capitalisme efficace des 30 Glorieuses ? C'était pas du tout le libre marché tout puissant. Il y avait un État qui jouait son rôle, il contrôlait la monnaie, il contrôlait des réseaux de services publics, notamment la SNCF, notamment EDF, notamment, c'est pour ça qu'on a eu le nucléaire, notamment même les télécommunications. Je vous signale qu'avant la grande lessive européiste et libérale de l'ouverture au marché, on avait un atout considérable. Ça s'appelait France Télécom. France Télécom est une entreprise qui avait peut-être 10 ans d'avance sur les télécommunications. On avait dans des laboratoires ici, vous savez, il y a un corps des inspecteurs des mines et des polytechniciens qui se spécialisaient dans les télécommunications. Ils avaient une avance considérable. Moi, j'ai visité à la fin des années 90 des laboratoires, des X-Télécom, des laboratoires dans lesquels ces gens, pas très loin d'ici d'ailleurs, étaient en train de mettre au point des normes qui permettaient, le portable n'existait pas encore, de faire passer l'Internet par le portable. Donc on avait vraiment un coup d'avance, exactement comme on avait un coup d'avance colossal avec l'énergie, l'électricité, dans un univers où le carbone pose un problème, mais aussi la guerre avec la Russie pose un problème. On avait un atout énorme. Et qu'est-ce qu'ont fait les rigolos qui nous dirigent ? Ils ont tout liquidé. Ils ont tout liquidé au nom de l'Europe, ils ont tout liquidé au nom du marché. Il y avait aussi un plan à cette époque. Il y avait un plan, mais le problème c'est qu'on arrive à sortir de la réduction ad Hitlerum. On arrive à dire, écoutez, on peut être antiraciste, on peut être pour les droits de l'homme, mais on ne veut pas de barbares, on veut pas de la graine de SS dans nos banlieues. Ça suffit. On ne veut pas de gens qui sont homophobes, des gens qui sont misogynes, des gens qui sont racistes, des gens qui sont violents. On n'en veut plus de ces gens-là. Précisément au nom des droits de l'homme. Dehors. Ça n'a rien à voir avec Pétain et ça n'a rien à voir avec le fascisme. En revanche, on n'arrive pas à faire ce même raisonnement sur la discussion ou la critique, disons, du marché tout puissant. Parce qu'en fait, on vous dit, le communisme, encore une fois, ça ne fonctionne pas. Mais il ne s'agit pas de faire en sorte que l'État contrôle tout dans l'économie, ça n'a aucun sens. Il s'agit de dire, est-ce qu'on pourrait demain avoir une réindustrialisation sans protectionnisme, au moins protectionnisme ciblé ? C'est totalement impossible. En fait, tout le monde le sait, mais tout le monde fait semblant d'eux. Est-ce que ce serait possible d'avoir demain rétablir la productivité française et l'équilibre de notre commerce extérieur, même l'équilibre de nos finances, sans pouvoir dévaluer fortement notre monnaie ? Non, ce n'est pas possible, à moins de descendre le niveau de vie des Français en dessous de celui des Chinois, ce qui est un plan, enfin, je les laisse faire s'ils le veulent, mais ce n'est pas possible. Donc en fait, il y a vraiment un impensé, parce qu'on ne sort pas, il n'y a pas dans l'offre politique quelque chose qui soit correctement articulé et qui mette, d'une certaine façon, qui défende, j'allais dire, le capitalisme contre lui-même, qui défend le capitalisme contre ses errements, en quelque sorte, et qu'il ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Bien sûr qu'on doit créer des richesses pour les distribuer, tout le monde en sera d'accord, tout le monde non, la CGT n'en est pas d'accord, LFI n'en est pas d'accord, et toutes sortes de gens qui sont dans ce genre de posture n'en sont pas d'accord, mais d'un autre côté, on voit bien comment le système médiatico-politique est tenu, en fait, il est tenu par le CAC 40, et quand vous regardez la structure du CAC 40, vous vous rendez compte que ces gens-là ont passé par-dessus bord l'intérêt général, l'État, la nation, la France. Ce qui les intéresse,
c'est vraiment les actionnaires, et ce sont des actionnaires mondiaux, et ce sont des marchés mondiaux auxquels ils s'adressent, donc ils jouent un rôle qui est un rôle non coopératif. Un jour, l'État devra, comme l'a fait le général de Gaulle, en alpaguant le patronat par le callback en 45, les menacer en leur disant maintenant vous jouez le jeu de la nation, parce que la nation sinon va vous couper la tête, mais deux, en plus, c'est dans votre intérêt à vous, bande d'imbéciles. Et effectivement, le patronat français n'a jamais été aussi puissant que lorsque l'État a été puissant et les a fait obéir. À partir du moment où ces gens-là ne jouent plus le jeu de la nation, effectivement, tout part à volo. Et je pense que ce qu'on appelle la droite, c'est vraiment d'aller libérer la parole d'une certaine façon sur l'immigration, sur la sécurité, mais en échange de quoi? C'est un peu, vous savez, dans la formule des tontons flingueurs, touche pas au Grisby salope, on ne touche pas à l'euro, on ne touche pas au protectionnisme, on ne touche pas à l'économie, donc en fait, rien ne se passera en fait. On pourra passer nos nerfs, si vous voulez, sur les immigrés, mais rien d'autre ne bougera. Et évidemment, la France ne se redressera pas. Qu'est-ce qui, Guillaume Bigot, vous a donné cet attachement à la nation, ce souverainisme, peut-être dans votre famille, dans vos origines, dans votre parcours personnel? Comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette pensée très structurée, d'ailleurs, autour du souverainisme, ce qui n'est pas si courant par les temps qui courent, pour les raisons qu'on vient d'évoquer notamment? Écoutez, peut-être pour deux raisons qui me sont vraiment propres. J'aime pas trop parler de moi, mais comme je n'appartiens pas finalement à un milieu social, et comme je pense être décalé sur le plan chronologique parce que mes parents sont des gens qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, parce qu'ils ne sont plus de ce monde, et qu'en plus j'ai même été dans une famille d'accueil de gens vraiment modestes, des ouvriers qui m'ont éduqué dans les fameuses cités du 93, etc., et d'apport de Paris, à Bagnolet et à Belleville. J'ai été, d'abord chronologiquement, je ne suis pas relié à mai 68. Les gens de ma génération ont eu des parents qui avaient 20 ans dans les années 60-70. C'est pas le cas. Donc générationnellement, il y a une espèce d'étape que j'ai sautée. J'ai un peu joué à saute-mouton. Moi, les gens qui m'ont élevé, l'enfance est importante, ils avaient par exemple pris leurs premières vacances pendant le Front populaire. Donc c'est vrai que je suis un peu une sorte d'anachronisme vivant d'une certaine façon. Voilà. Deuxièmement, il y a ce phénomène de milieu social. Alors, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais il y a un personnage qui m'a beaucoup fait grandir, qui était un père pour moi, et qui a été arrêté pendant l'occupation, parce qu'il était juif, d'origine russe. Sa famille, d'ailleurs, est pas sortie des camps. Il était arrêté par des gendarmes français. Et en fait, il m'a vraiment ouvert les yeux à contre-courant, d'une certaine façon, de ce que l'époque, François Mitterrand, puis ensuite Jacques Chirac, le discours du Veldiv, etc. Parce que je crois que cette question, ce passé qui ne passe pas, il est complètement lié à cette culpabilité qu'on essaie de faire endosser aux Français. Et donc cet homme, qui s'est sorti vivant de Drancy, et qui ensuite a rejoint la Résistance, m'a toujours expliqué, m'a dit, regarde, les gens qui ont fait sauter des trains, les gens qui cachaient des Juifs, c'était des gens qui aujourd'hui votent Rassemblement National, sociologiquement. Tous les gens qui étaient à Vichy, il y avait un politiquement correct de Vichy, en fait. Ce politiquement correct de Vichy, c'était celui des vedettes. On disait les vedettes à l'époque, c'est les people aujourd'hui. C'était le politiquement correct des magistrats, des juges, on y revient. C'était le politiquement correct des hauts fonctionnaires. C'était le politiquement correct de toute la classe politique. Alors, ça allait de l'extrême droite à l'extrême gauche, mais surtout le centre-gauche, centre-droit. Tous ces gens-là étaient à Vichy. Tous ces gens-là étaient vraiment quasiment comme un seul homme. Et il y a vraiment eu cette prise de conscience qu'en fait, comme disait Jaurès, la patrie, c'est vraiment le bien de ceux qui n'ont rien. Et quand on se plonge dans l'histoire de France, j'incite tout le monde à le faire, à relire les histoires de France, sur le long terme, on se rend compte qu'il y a une sorte de morphologie politique dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y a un modèle qui est un souverain, un monarque, qui est au départ, bien sûr, le roi de France en Île-de-France, va prendre le contrôle progressivement d'un territoire, avec l'idée qu'il va s'opposer à l'Empire, d'ailleurs. On revient, c'est un peu l'Europe, ça peut être les États-Unis, ça peut être demain la Chine, mais enfin, grosso modo, la grande geste politique des rois de France, c'est s'opposer à l'Empire, mais c'est aussi s'appuyer sur une base, les bourgeois, les paysans, contre la noblesse. Vous ne trouvez quasiment aucun château en France qui ne soit pas émondé, c'est-à-dire où le roi de France n'ait pas été obligé, pour punir le puissant, de casser son château. Autrement dit, vous avez une alternance de deux types de politique en France, soit la politique des grands, des puissants, de la classe dirigeante, qui est généralement une politique assez traîtresse, une politique qui sert des intérêts qui sont ceux
Écoutez, après, on pourrait comme ça remonter l'histoire, mais on voit bien les grandes familles ont servi les Espagnols dans une vision très violente de l'Église catholique. On voit bien aussi comment les grandes familles protestantes, les Huguenots, etc., ont pu servir l'Angleterre, ont pu servir des princes protestants. Comment ensuite il y a eu l'épisode de la collaboration, j'y reviens même pas, mais comment la bourgeoisie française a été complètement attachée finalement quasiment à la défense des intérêts de la Grande-Bretagne ou de l'Empire britannique pendant plus d'un siècle. Aujourd'hui, on voit bien comment la bourgeoisie française est complètement liée à l'OTAN, à la défense des intérêts américains et répète la propagande en boucle de l'OTAN. Comment d'ailleurs une autre partie de l'intelligentsia qui peut critiquer l'OTAN va immédiatement se mettre entre les pattes de Vladimir Poutine, comme si Vladimir Poutine était préférable à Joe Biden. Enfin, c'est complètement insensé. Donc, naturellement, aussi bizarre que ça puisse paraître, les classes dirigeantes en France n'ont pas du tout le sens de la nation. Et je crois qu'il y a en permanence des cycles. Le général de Gaulle avait mis sur orbite les énarques, qui, à mon avis, ont fait un travail extraordinaire dans les années 60, 70. Ils avaient à cœur le service de l'État, le service de l'intérêt général, et puis ensuite ils ont connu le même destin, si vous voulez, que par exemple ces avocats, ces professeurs, ces médecins qui avaient créé la Troisième République, qui avaient été des gens extraordinaires, la République des Jules, qui a fait la France de 14, et ces gens-là ensuite se sont abîmés dans la corruption, dans le cynisme. Vous savez, on disait à la fin de l'Empire romain, 2 augures ne peuvent croiser le regard sans sourire. Au bout d'un moment, ces gens n'y croient plus, prennent leurs aises, s'installent, etc. Et je crois qu'il y a une espèce de respiration naturelle comme ça des classes dirigeantes. Les énarques étaient formidables. Dans les années 90, 2000, ça a commencé à décliner. Et là, c'est vraiment le chant du cygne. Ces gens-là ne croient pas. Alors que, finalement, la force de cette école nationale d'administration, c'était justement d'être national et d'administration, c'est-à-dire au service de l'État et au service de la nation. On voit bien comment ces gens pantouflent, pas tous évidemment, mais grosso modo, ceux qui prennent les commandes sur le plan politique n'ont plus du tout à cœur l'intérêt général, la nation ou l'État. Alors on voit bien que vous vous passionnez pour le destin de la France, et ce destin de la France, il est lié pour vous très largement à l'Europe. Et vous créez, c'est un peu votre actualité, une chaîne YouTube assez anti-européenne, si j'ai bien compris. Pas assez. Hein. Pas assez. Peut-être pas assez. Et on sait... que le soit plus. Alors, on sait que les Français s'intéressent très peu à l'Europe. Vous le rappelez vous-même, d'ailleurs, sur cette chaîne, que toutes les tentatives que j'ai bien suivies, en tout cas de médias européens, se sont toutes ramassées assez lamentablement. Mais d'après vous, les Français ont tort de ne pas s'intéresser suffisamment à l'Europe. Pourquoi ? On peut reboucler avec la question de la droite et de la gauche. Précisément, je faisais allusion à 92, à Maastricht, j'aurais pu parler de 2005. 2005, c'est aussi un autre moment où la France va se repolitiser, où dans tous les foyers, la politique, tout le monde va s'emparer des enjeux politiques, parce que la question qu'on pose est une question grave. Est-ce que vous voulez que le pouvoir soit entre les mains de la France, de la République française et de la démocratie, ou est-ce qu'il voulait qu'il soit déplacé plus haut ? Et donc, cette question étant une question sérieuse, une question réelle de pouvoir, les gens s'en emparent et la politique va se revivifier. On voit d'ailleurs les lignes de fracture et les lignes de clivage politique vont se recomposer sur des bases saines. Les gens qui sont d'accord sur l'essentiel se mettent ensemble, les gens qui sont d'accord sur l'essentiel en face se mettent ensemble. Et à nouveau, la démocratie fonctionne. Si vous voulez, là où ça ne marche pas et là où il y a une abstention énorme, c'est parce que précisément, il y a énormément de fausseté. Les gens font semblant de s'opposer, on le voit encore avec LR là qui soutient évidemment Emmanuel Macron, mais parce qu'il y a pas, il faudrait vraiment une loupe ou même un microscope pour voir ce qui sépare LR de Macron. Donc ça c'est la première raison, c'est que la droite et la gauche en fait devraient se structurer autour de pour et contre l'Europe. Et là les choses seraient infiniment plus claires. La deuxième raison c'est que si vous voulez, oui je vous en prie. Sur ce point-là, Guillaume Bigot, précisément, il y a peu de partis français qui soient clairement anti-européens, enfin en tout cas de partis importants. Mais c'est une ruse, en fait, c'est une ruse des Européens qui est pensée dès le départ par les pères fondateurs Jean Monnet et autres, c'est-à-dire, de toute façon, le système européen sert à mettre les peuples à l'écart. C'est un despotisme éclairé, il ne faut pas demander trop de choses aux gens, si possible on ne fait pas de référendum, quand il y a un référendum on ignore le référendum, on les fait revoter. Ce qui s'est passé en 2005, c'est une forfaiture magistrale, c'est peut-être aussi grave que le viol par les États-Unis de la Charte des Nations Unies quand ils attaquent l'Irak. C'est-à-dire que vraiment, là, le système est à plat. Les pompiers sont des pyromanes. Lorsque l'État français, les élus de la République française
ignore le résultat du référendum qui est en plus extrêmement clair, c'est un viol démocratique extraordinaire. Donc je pense que là, il y a la volonté des institutions européennes d'avancer à bas bruit, de vivons heureux, vivons cachés. Alors comment font-ils? Ils ont une sorte de dictature par l'ennui, c'est-à-dire qu'ils transforment tous les enjeux politiques en des enjeux technocratiques absolument soporifiques. Ils ne cachent rien, d'ailleurs, tout est en ligne, vous pouvez consulter tous les documents, ça peut être traduit même en français, souvent en anglais, mais ça peut être traduit en français. Simplement, c'est tellement barbant que ça n'intéresse personne. Mais c'est fait pour, donc ça fonctionne. Par ailleurs, là où ça devient fou, c'est qu'on comprend bien que aucun problème ne peut être résolu si on n'a plus le pouvoir. Si vous n'avez plus de budget, si vous n'avez plus de monnaie, si vous n'avez plus de frontières, si vous n'avez plus d'armée, si vous n'avez maintenant plus de justice, enfin en tout cas vos juges obéissent à une jurisprudence européenne, vous n'avez plus le pouvoir. Donc la question centrale du pouvoir, elle est là. Donc je répondrai aux gens que s'ils ne s'intéressent pas à l'Europe, l'Europe, elle s'intéresse à eux et de plus en plus. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal justement à voir les gouvernants français, notamment la Macronie, si obstinément européens, alors que précisément l'Europe leur prend une énorme partie de leur pouvoir. Et ça, les Français, est-ce qu'ils le sentent? Est-ce qu'ils le perçoivent? Est-ce que ça n'explique pas un certain désintérêt des Français pour ou un certain scepticisme vis-à-vis du pouvoir qui les dirige en France, de Macron par exemple, mais de ses prédécesseurs aussi? La passion dominante de la classe dirigeante française, c'est de penser autrement que le peuple. Alors c'est vrai un peu de toute classe dirigeante. Toute classe dirigeante sécrète ses propres références et a envie, c'est le concept de distinction de Bourdieu, qu'il n'a d'ailleurs pas inventé, il l'a trouvé sous la plume de sociologues italiens, mais grosso modo c'est quelque chose qui existe, c'est un invariant. En France c'est spécialement puissant. C'est spécialement puissant parce que le peuple est d'une certaine façon très intelligent, il a ce culte aussi de l'égalité, c'est Tocqueville qui le dit, la passion dominante en France, c'est la passion d'égalité, et donc la classe dirigeante française ne va pas être admirée, elle ne va pas être célébrée spontanément par la population. Les gens vont plutôt être envieux ou se dire mais en fait c'est beaucoup de chance, vous êtes le fils de machin, grosso modo, toute la révolution est là, toute la révolution et l'abolition des privilèges est là. Donc en fait, si vous voulez, assez spontanément, la classe dirigeante française pour maintenir son pouvoir, elle va plutôt essayer de trouver des alliances, j'allais dire des alliances de revers, en tout cas s'appuyer sur des puissances extérieures plutôt que la puissance nationale. Elle est traîtresse pour des raisons presque structurelles en fait, qui sont dues à la façon dont notre histoire et dont notre État s'est créé. Maintenant, c'est bien sûr une autre idée, enfin je pense qu'il y a deux idées fausses à la racine de cette passion française pour la construction de l'Europe. D'abord, la manière aussi dont s'est construite la France. On l'oublie, mais la France, c'est vraiment un État avec des légistes, avec l'abaissement de barrières, d'octrois, etc., et l'unification d'un droit, et l'unification d'un droit autour d'ailleurs d'une idée d'un marché, d'une unité du commerce. Et ça, les élites françaises, notamment technocratiques, qui ne sont pas des politiques en fait, sont des technocrates. C'est parce que De Gaulle les a mis sur orbite qu'ensuite ils ont pu s'accaparer le monopole du pouvoir. Leur honneur finalement était de servir. Et ils n'ont plus servi, ils se sont servis. Vous savez, la devise de l'ENA est très intéressante, c'est servir sans s'asservir. Là, c'est vraiment se servir. Vous voyez ce qu'ils ont fait avec les grandes entreprises, l'autoprivatisation pour les petits copains, etc. Et à s'asservir à l'Allemagne, s'asservir aux États-Unis, et j'en passe. Donc ils ont renversé cette devise. Donc je reviens sur mon idée. Je pense qu'il y a cette volonté de faire une France en plus grand. Ce que le général de Gaulle appelait le levier d'Archimède. Donc la France étant trop petite, allez, on va faire une France en grand. Bon, mais ça, c'est une lubris, si vous voulez. C'est une folie, c'est sortir du réel, c'est sortir. Il faut toujours faire de la politique avec la réalité. Donc les autres pays, d'abord, n'en veulent pas. Il faut bien imaginer que le général de Gaulle, en 1962, a proposé à l'Allemagne, justement, de faire l'Europe européenne. C'était le fameux traité de l'Élysée. Et comme vous le savez, le Bundestag a immédiatement vidé de sa substance ce traité. Il faut bien dire qu'on était en 62, De Gaulle était extrêmement prestigieux, les Allemands ne la ramenaient pas encore beaucoup, ils étaient encore dans leur piscine purificatrice après la Seconde Guerre mondiale, et troisièmement, ils étaient divisés, il y avait une Allemagne qui n'était pas unie. Et dans ces conditions, ils ont tout de même préféré les États-Unis. J'ai lu récemment les mémoires de Maurice Gourdeau-Montagne, qui était le conseiller diplomatique de Jacques Chirac. Il explique très bien, après la folie de l'Irak, dans laquelle sont embarqués les Américains et les Anglais, la France, l'Allemagne et la Russie commençaient à travailler vraiment ensemble. D'ailleurs, Jacques Chirac a voulu que Vladimir Poutine prenne la tête du G8,
en tout cas qu'il rentre à l'intérieur du G7 qui est devenu le G8. Il l'a présidé un moment parce que c'était une présidence tournante. Et à ce moment-là, les Russes vont faire une proposition absolument incroyable aux Français et aux Allemands, qui est en fait la vieille idée du général de Gaulle, l'Europe de Brest à Vladivostok. Leur a dit, si vous voulez, nous avons encore de beaux restes en matière d'industrie d'armement, nous avons beaucoup de mathématiciens, beaucoup d'ingénieurs. Je pense que si la France, l'Allemagne et la Russie se mettent ensemble, on peut effectivement avoir une industrie de défense et une puissance importante et pouvoir équilibrer comme ça et la Chine et les États-Unis. Alors, les Français, recevant cette proposition du gouvernement russe, s'en ouvrent aux Allemands. Les Allemands disent une chose, écoutez, on va demander aux Américains. Voilà. Et Maurice Gourdeau-Montagne dit qu'ils n'auront jamais de réponse, qu'ils ne pourront jamais la transmettre aux Russes, évidemment. Donc on voit bien, en fait, dans cette histoire, que l'Allemagne, entre la France et les États-Unis, préférera toujours les États-Unis. Je vous rappelle cette référence aussi du maréchal Keitel, quand ils ont vu les Français à la table de la reddition, en 1945, ils ont dit « Ah ben les Français aussi sont là ?» Ça en disait assez long sur la psychologie allemande. Encore une fois, les Allemands sont comme les Américains. C'est un pays ami, c'est un pays avec lequel on s'est réconcilié, on n'a pas eu besoin de se réconcilier avec les Américains, mais c'est un pays ami, mais c'est un pays rival. Il y a une concurrence des nations et il serait temps de sortir du rêve pour entrer dans la réalité. Mais en attendant, les Français n'imaginent même pas la possibilité d'un Frexit. Vous y croyez, vous ? Je pense qu'il arrivera aussi sûrement que la France est partie d'Algérie, pratiquement, peut-être pas pour les mêmes raisons exactement, mais enfin parce que encore une fois la politique doit se fonder sur des réalités. Je parlais tout à l'heure de cette volonté de faire la France en plus grand, ça se heurte sur sa absence d'intérêt ou sur la fin de non-recevoir des Allemands et des autres pays européens. C'est vrai qu'on va très très loin dans cette folie, et il y a aussi une autre vision, c'est que je pense que la classe dirigeante, elle, encore une fois, elle préfère se tromper plutôt que, d'une certaine façon, d'être d'accord avec la population, avec le tout venant, d'une certaine façon. C'est un peu curieux. Mais grosso modo, on voyait bien ce mécanisme sur la ligne Maginot. La ligne Maginot, tous les gens sérieux, tous les généraux, l'école de guerre, les états-majors, les sénateurs, les gens qui avaient la Légion d'honneur, etc. Personne de sérieux à Paris ne discutait de la ligne Maginot. Enfin, tout ça n'était pas bien sérieux. On avait ce même phénomène en 58. Personne ne discutait du fait que l'Algérie, c'était des départements français. On expliquait que l'Algérie, c'était la France. Voilà. Donc souvent, les évidences, notamment pour la classe dirigeante française, sont absolument ignorées et on va directement dans le mur parce que il est finalement renoncer à des illusions, c'est aussi perdre le pouvoir. Alors, je voulais qu'on dépasse l'Europe et qu'on revienne un peu à la France, notamment sur le sujet de l'immigration qui occupe quand même beaucoup les médias et qui vous occupe vous aussi sur les plateaux et nous aussi. Le meurtre d'une jeune femme, Justine, par un ouvrier agricole français qui est passé aux aveux mais qui n'est pas condamné à l'heure où on se parle. Il faut le préciser, déchaîne une partie de la gauche qui fait à la droite un procès en exploitation de l'assassinat terrible de la petite Lola depuis maintenant plusieurs semaines. Est-ce qu'il y a, Guillaume Bigot, meurtre et meurtre, récupération et récupération, selon la nationalité ou le statut du meurtrier ? Écoutez, non, il n'y a pas meurtre et meurtre. On ne sait pas, on va voir ce que donne l'enquête, mais affirmer des truismes comme il y a des fous ici, il y a des Nordal-Lelandais, il y a des Fourniret, on a notre lot de dingues. On n'a pas besoin. Le fait que des gens soient des criminels violents et déséquilibrés n'a pas grand-chose à voir avec leur nationalité. Simplement, là où il y a quelque chose de politique dans cette affaire de Lola et pas dans l'affaire de Justine, c'est pas la nature du criminel qui change. C'est d'abord qu'on a suffisamment de dingues, c'était pas la peine d'en importer. Il y a quand même un biais aussi dans cette immigration, souvent, parce que les gens dont on écope sont pas l'élite des pays dont ils viennent. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais surtout, parce que si l'État avait fait son travail, eh bien, la meurtrière de Lola n'aurait pas été là. Il n'y a
au moins 3 raisons. D'abord, pourquoi on lui a donné un visa étudiant? Vous avez vu le profil de cette fille, ça n'a pas l'air d'être un génie, donc ça c'était déjà absolument aberrant. Ensuite, quand son visa venait à expiration, pourquoi on ne lui a pas notifié de quitter le territoire et on n'a pas exécuté cette obligation, on ne sait pas. Deuxièmement, elle a agressé en 2019, me semble-t-il, 2 aides-soignantes avec une main courante. Là, c'était encore une autre occasion de l'expulser. Bon, donc de toute façon, on voit tous les jours des gens qui sont sur le territoire, qui n'ont rien à y faire. Récemment encore, cette magistrate qui a été agressée par un clandestin algérien. Je crois qu'il y a eu une autre agression à Marseille. Il y a eu l'agression de cet enfant par un clandestin guinéen. Enfin, il y en a tous les jours. Donc là où ça devient fou, c'est que, pris, j'allais dire, la main dans le sac de mauvaise foi, certains continuent à nier. C'est ça qui est absolument insensé. Moi, je serais eux, j'aurais honte. En fait, l'idée, c'est de mélanger la notion de culpabilité et de responsabilité. Pourquoi est-ce que le pouvoir et la gauche, finalement, refusent absolument ce lien entre délinquance et immigration ? Alors, pouvoir, contre l'évidence, puisque quand on regarde la population des prisons donnée par Darmanin, c'est une source fiable a priori, et quand on constate les faits divers, les statistiques du ministère de l'Intérieur, le tableau est clair. Alors, pendant très longtemps, il y a eu un déni, c'est-à-dire qu'il était interdit d'en parler, c'était pornographique, on n'avait pas le droit d'établir le lien. Et là, ce qui est très intéressant, il faut toujours écouter les termes qui sont utilisés. Le président de la République avait dit au moment du débat sur les Gilets jaunes, quand il a lancé le débat, il a dit, je me souviens très bien, on pourra parler de tout, virgule, y compris de l'immigration. Ce qui était quand même un aveu extraordinaire du fait que c'était un tabou, on n'avait pas le droit d'en parler. Là, il nous a refait un numéro de claquette incroyable dans lequel il explique, il s'affranchit totalement du principe de non-contradiction. Donc d'un côté, il dit effectivement il y a une surreprésentation de la délinquance, de l'immigration dans la délinquance, et par ailleurs, il ne faut pas établir le lien. Autrement dit, il l'établit lui-même, mais il défend à quiconque autre que lui, peut-être, de l'établir. Enfin, on est dans la folie furieuse. Pourquoi? C'est la question que vous posez. Alors pourquoi il le fait lui? D'abord parce qu'il veut faire plaisir à la fois à la droite et à la fois à la gauche, et puis qu'il y a bien longtemps et que sont en même temps qu'il s'est affranchi du principe de non-contradiction. Il était vraiment un acteur comme Trump de la post-vérité, totalement. Il y a un côté trumpesque chez Emmanuel Macron qu'on souligne pas suffisamment. La réalité lui importe finalement assez peu. Mais il y a un autre mécanisme qui est pourquoi la gauche est obsédée là-dessus. Parce que finalement, elle n'a plus rien de gauche. Elle a lâché la défense de la classe ouvrière ou des plus humbles, dont pas un seul quasiment ne vote pour eux. Elle a en fait troqué. Et donc là, cette histoire de souligner en permanence, de faire un procès en antiracisme en permanence, enfin, vous voyez, un procès en antiracisme, plutôt un procès en racisme, c'est le fait de l'antiracisme que de faire des procès en racisme en permanence. C'est quoi? C'est le côté feuille de vigne, c'est-à-dire c'est le dernier moyen que j'ai de faire croire que je suis de gauche, c'est lutter contre le retour des heures les plus sombres. Et deuxièmement, c'est le fait d'avoir évidemment un nouvel électorat. On voit bien d'où vient le nouvel électorat, notamment de la France insoumise. Donc tout ça, c'est l'électoralisme de bas étage, et en même temps, c'est quelque chose qui est... Il y a une réaction très irrationnelle et hystérique, parce qu'encore une fois, c'est vraiment le phénomène de feuille de vigne. Si vous le retirez ça, on les voit tels qu'en eux-mêmes, c'est-à-dire nus. C'est nus doublement. Ils n'ont plus la classe ouvrière pour eux, mais en plus, ils ont des islamistes pour eux. C'est-à-dire des gens qui sont peut-être ce qui se rapproche le plus, pas tout mélanger et tomber dans ce qu'on dénonce, mais c'est ce qui se rapproche le plus de l'extrême droite. C'est-à-dire des gens qui sont homophobes, des gens qui sont misogynes, des gens qui sont antisémites, voire des gens, pour les décoloniaux et les plus agressifs d'entre eux, type Ouria Boutelja, qui sont complètement racistes. Donc là, si vous voulez, dans l'idée... Et je pense qu'il y a vraiment une obsession raciale de ce qu'ils eux-mêmes, quand ils s'intitulent la gauche. Écoutez les radios de service public, on ne citera pas pour pas leur faire de publicité, mais lorsqu'ils ont appris la nomination du nouveau Premier ministre anglais. Alors le nouveau Premier ministre anglais, ceux qui le connaissent pas, c'est quelqu'un qui est à la droite de Margaret Thatcher. Enfin, on est vraiment dans le libéralisme le plus pur et dur. C'est la défense des marchés financiers. Le mec a fait une fortune, grand bien lui fasse d'ailleurs, sur les marchés financiers. C'est vraiment quelque chose d'implacable sur le plan social. Mais c'était très bien. Alors pourquoi c'est très bien? Et parce qu'il n'est pas blanc. Et parce que nous-mêmes, nous devrions avoir des premiers ministres, des présidents d'origine algérienne, d'origine marocaine, etc. Mais c'est là où ces gens tombent dans ce qu'ils dénoncent, parce que
moi je suis le premier à dire qu'on se contrefiche de la couleur de peau des gens. On se contrefiche de leur sexe, on se contrefiche de leur âge. Ce qui est intéressant, c'est ce qui nous relie, c'est pas ce qui nous divise. En tout cas, dans une vision républicaine et en démocratie. Mais pas du tout. Pour eux, ce qui est très important, c'est la couleur de peau, c'est le genre, c'est la sexualité. Autrement dit, c'est le fait que les gens portent sur leur épiderme, de leur ADN, dans leur identité, etc., quelque chose qui les sépare complètement des autres. C'est ça leur véritable obsession. Alors pourquoi ? Parce que comme leur seule raison d'être de gauche, c'est d'être antiraciste, et comme il n'y a plus beaucoup de racistes, il faut dire, et c'est tant mieux, il n'y en a quasiment plus, le seul moyen peut-être de faire renaître le racisme, c'est de dire à une population qui est chaque jour victime de racisme, il y a quasiment une centaine d'attaques au couteau en France, de dire à cette population, écoutez, vous, alors que vous êtes victime de racistes, c'est vous les racistes. De le dire une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, et peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être que les gens, évidemment, à bout de force, et face à un tel cynisme et à une telle iniquité, finiront par dire, écoutez, si c'est ça être raciste, alors soyons racistes. Voilà. Et là, ils auront gagné, parce que c'est ce qu'ils veulent, en fait. Puisque s'il n'y a plus de racistes, eux, ils n'ont plus aucune raison d'être. Tout le reste, ils se sont intégralement, y compris l'écologie, on n'a pas le temps d'en parler, mais l'écologie est vraiment une lutte contre le progrès. Et un retour à la nature. La nature, il n'y a rien de plus réactionnaire, de plus à droite. La première mesure prise par Adolf Hitler, c'est la protection des parcs, des forêts allemandes, leur interdiction aux juifs. Hitler était vegan, Hitler adorait les animaux, les petits chiens, etc. Enfin, on est vraiment dans quelque chose de le retour à la nature. C'est une idée plus que réactionnaire. C'est vraiment le nec plus ultra de la droite. C'est passionnant. Vous êtes favorable, Guillaume Bigot, au rétablissement d'une notion de délit. On reste dans le même sujet. Quand on entre en France illégalement. Alors pourquoi ? Quelles sanctions pour ce délit alors qu'il n'y a plus de frontières matérielles autour du pays ? Le mur des laissez-passer consulaires manquants est-il vraiment infranchissable ? Oui, ça me fait sourire, peut-être commencer par la fin, parce que quand vous connaissez un peu le dessous des cartes, quand vous savez que les grandes dames à Alger prennent l'avion dans la journée pour aller chez des coiffeurs en France ou acheter leurs toilettes à Paris, quand vous voyez que toute la classe dirigeante algérienne se fait soigner dans les hôpitaux à Paris, quand vous savez tout ça, quand vous savez à qui sont donnés les visas et pour quelles raisons ils sont donnés, parce que les visas en Algérie ne sont pas donnés à des candidats à l'immigration économique, ils n'ont aucune chance de les avoir, et eux ils viennent de manière clandestine, ils sont donnés à des étudiants, il y a parfois des bonnes raisons, il faut le dire aussi, que des étudiants viennent en France quand ils ont quelque chose à apporter, pas le profil de l'influenceuse criminelle, là. Mais grosso modo, bien sûr que l'Algérie a plus besoin de la France que la France de l'Algérie. Bien sûr qu'on peut avoir besoin de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, que ce sont des pays qui doivent être avec lesquels on doit travailler. Et en plus, on a des liens. C'est pas le sujet. Je dis simplement que le rapport de force entre les États est tel que ils ont besoin davantage de nous que l'inverse. Donc, on voit bien qu'en fait, on n'obtient pas gain de cause, c'est qu'on ne veut pas obtenir gain de cause. Ça, c'est sûr. Ça, c'est la première chose. Et on ne veut pas obtenir gain de cause pour les mêmes raisons qui sont très claires, qui sont que M. Macron explique que la colonisation est un crime contre l'humanité, il s'excuse, etc. Voilà, tant qu'on n'a pas une relation saine, d'égal à égal avec l'Algérie, et qu'on tourne pas la page, c'est pas possible. Il y a une incompréhension, je pense, très profonde de ce qu'est le phénomène de la colonisation. C'est-à-dire que la colonisation... très profonde de la part des immigrés ou des Français ? Je pense, je dirais même même de l'historiographie contemporaine occidentale. C'est-à-dire qu'on a perdu de vue le fait que la colonisation d'abord n'est pas que un phénomène occidental. C'est un phénomène universel dans l'histoire quasiment. Enfin, il y a eu la colonisation romaine, il y a eu la colonisation de l'Empire ottoman, il y a la colonisation, 1001 colonisations, et que le phénomène de colonisation, ce n'est pas qu'une invasion. C'est-à-dire que l'invasion, les pays se font la guerre quand ils sont au même niveau historique. Quand des pays sont décalés sur le plan historique et technique et technologique, il n'y a pas de phénomène vraiment... il peut y avoir, parce que la conquête de l'Algérie n'a pas été une promenade de santé, elle était assez violente, il peut y avoir des combats, mais grosso modo, l'essentiel, c'est un phénomène de sidération. C'est un phénomène de fascination, comme les Gaulois ont pu le ressentir pour les Romains. Les Romains étaient les agresseurs, n'étaient pas les gentils, si vous voulez. Les Gaulois étaient plutôt les gentils, les Français en Algérie étaient plutôt les méchants, les agresseurs, et les Algériens les gentils. Mais on manque l'essentiel quand on parle de ça. C'est pas un sujet moral, c'est un phénomène de décalage historique. C'est parce que la France de 1830 et l'Algérie de 1830 ne vivaient pas à la même époque,
avec des siècles de décalage, que ce phénomène de colonisation était possible. C'est la raison pour laquelle les Romains ont pu s'installer en Gaule, c'est parce que les Romains avaient des siècles d'avance sur les Gaulois. C'est parce qu'ils ont apporté des aqueducs, de l'eau, des villes, l'agriculture, etc. Enfin, ils avaient déjà un début d'agriculture, mais c'est parce qu'il y a ce phénomène, si vous voulez, de fascination pour une civilisation qui est dans le futur, qu'il y a eu ce phénomène de colonisation. Et par ailleurs, en ce qui concerne, et on voit bien d'ailleurs que nos relations avec le Maroc ou avec la Tunisie, ou avec d'autres pays d'Afrique d'anciennes colonies ne sont pas aussi violentes qu'avec l'Algérie, parce que l'Algérie, il y a effectivement des non-dits. Et me semble-t-il, le premier non-dit, c'est que c'était une guerre civile, en définitive, et qu'il y a eu une volonté de transférer les populations. Quand il y avait qu'une colonisation de cadres, le divorce s'est fait, grosso modo, à l'amiable. Là, c'était un divorce sanglant, parce qu'il y a eu un transfert de population européen. Et ce qui me semble absolument fascinant, mais aussi effrayant, c'est qu'au moment où ce divorce a été consommé, au moment où il y a eu vraiment un arrachement dans le sang entre la France et l'Algérie, avec ce rapatriement des pieds noirs, mais des harkis, etc., et je pense qu'il était inéluctable. Les Algériens étaient chez eux en Algérie. Le gap historique s'était combiné. L'idée de colonisation, qui était une idée très à gauche et très à la mode, très kouchnérienne, jusque dans les années 1920-1930, était devenue ensuite une idée assez odieuse. Donc c'était inéluctable. C'est le moment précis où on a déplacé des populations musulmanes, cette fois-ci, d'Algérie et du Maghreb en général, vers la France. Et c'est ça qui est fou. D'une certaine façon, ce que disait le divorce de l'Algérie, c'est non seulement que la colonisation était passée de mode et que les Algériens avaient envie d'être maîtres chez eux, ce qui était tout à fait normal, mais ça disait aussi, en raison de ce problème de coexistence entre des populations européennes et des populations musulmanes, ou des populations musulmanes qui avaient choisi le camp des Européens, donc d'un monde judéo-chrétien, que la coexistence était potentiellement très dangereuse. Et on n'a pas du tout fait attention à ça, et c'est le moment justement où on a transféré les populations en sens inverse. Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent et attentif. Moi, ce qui m'obsède un peu, c'est le retour de la violence en politique. Je pense que, et ça m'a été transmis aussi par les gens qui m'ont éduqué, qui ont vu l'ordre public vraiment chanceler et basculer du jour au lendemain, ce que ne comprennent pas les gens qui ont été élevés par des 68ards, parce que c'est un monde qui était né dans la paix et dans une sorte d'illusion, c'est que l'ordre public est extrêmement fragile. Il faut y faire vraiment... On marche toujours sur de la glace et nul ne connaît vraiment l'épaisseur de la glace. Donc il faut être très 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 attentif et extrêmement prudent. Et paradoxalement, je pense que toutes ces pudeurs de gazelle qu'on a sur l'immigration, les gens qui sont issus de l'immigration ne les interprètent pas du tout, si vous voulez, comme des messages bienveillants à leur endroit. Ils considèrent au contraire que si on est autant gêné pour parler d'immigration, c'est précisément parce que ce ne sont pas nos frères d'une certaine façon. Moi, j'ai grandi avec ces gens, ces populations, comme on dit, des Noirs, des Arabes, etc. Très longtemps dans les quartiers où j'ai grandi, et donc ça me paraît complètement insensé de prendre des gants pour leur parler, en fait. Et on voit bien que tout cet antiracisme, en fait, il est empreint d'une forme de racisme. Et en fait, en réalité, ils savent tout ce qu'on peut leur reprocher, ils le savent eux-mêmes, ils savent très bien à quoi s'en tenir aussi. Ils voient bien que entre le monde patriarcal dont ils viennent et puis les sornettes LGBT, etc., qu'on leur raconte dans les écoles, il y a quelque chose qui devient totalement incompatible. Parce que quand on nous parle de la laïcité ça ne convient pas, etc. Non, ce qui ne convient pas, c'est de faire venir en France une population qui a des convictions religieuses et patriarcales ultra ancrées dans un univers qui ne croit plus en rien. Et qui décrète, qui s'en vante, enfin qui dit, grosso modo, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, il n'y a plus de nord, il n'y a plus de droite, de gauche, de nord, de sud, etc. Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme? Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis une femme? Enfin bref, cette espèce de post-modernité dans lequel il n'y a plus de valeurs à défendre. Évidemment, si vous amenez des gens qui, eux, sont ancrés dans des valeurs et qui les revendiquent de manière de plus en plus vindicative, c'est vraiment de la nitroglycérine. Et on peut revenir à ce phénomène oui, il est très compliqué de faire vivre effectivement des gens ensemble sur un même territoire. L'enjeu central, c'est pas le vivre ensemble, c'est ne pas se tuer. C'est pas du tout la même chose.
Alors ce sont des sujets évidemment majeurs, mais très compliqués à aborder en France, et à cet égard, ce qui arrive à Twitter aujourd'hui me paraît important. Donc j'ai regardé votre fil Twitter hier pour préparer notre rencontre, je voulais finir là-dessus, et je suis tombé sur un étrange message, un message qui recouvrait un de vos tweets sur deux, et ce message, il me demandait de spécifier mon âge. Alors j'ai indiqué mon âge, j'ai dit que j'avais 55 ans, et j'ai alors seulement pu lire le titre de votre vidéo qui a été enregistrée sur YouTube et qui était titrée « Pourquoi doit-on critiquer l'Union européenne ?» Alors j'ai eu l'impression, évidemment, d'entrer dans une espèce de pornographie terrible. Vous en êtes remis. Je m'en suis remis, mais difficilement, avec le sentiment du péché commis. Mais je voulais vous demander, est-ce que l'arrivée d'Elon Musk à Twitter vous paraît susceptible d'ouvrir une nouvelle page? Parce que c'est un réseau social qui a une très grande importance, on le sait, pour la vie des idées, pour la vie de l'actualité aussi, puisqu'il rassemble beaucoup de gens d'idées et de journalistes, etc. Est-ce que ça vous paraît, dans la bataille contre le wokisme, etc., un élément important? Oui, moi ce que je trouve fou, c'est que vous avez utilisé le terme de pornographie, vous avez bien fait, parce qu'en fait, il y a toujours, toutes les époques ont leur pornographie. Donc, et on voit bien à quel point ce n'est plus la sexualité. On voit bien à quel point le monde adulte a l'air de assez peu se préoccuper du fait qu'une pornographie extrêmement explicite, comme on dit en anglais, extrêmement brutale, être accessible vraiment aux plus jeunes depuis les smartphones, etc. Donc ça, ce n'est pas pornographique pour une société. En revanche, on revient sur interroger le lien entre immigration et délinquance, ça c'est pornographique, vous voyez. Questionner l'Union européenne, ça c'est pornographique. Donc on avait sur Twitter, on a toujours des appels à la haine type, ce qui a abouti malheureusement à décapiter Samuel Paty, ça va, c'est bien, mais si vous critiquez l'Union européenne, c'est pas bien. Voilà. Donc vous voyez, au-delà de ce deux poids deux mesures, il y a quelque chose de assez fou, c'est que on voit bien comment cette bienveillance à plusieurs vitesses, tout y est presque, c'est-à-dire elle est compatible avec l'extrême violence, que ce soit une extrême violence sexuelle ou une extrême violence physique, mais elle veut tout édulcorer. Et à condition, d'une certaine façon, qu'on dise pas les mots. L'autre chose qui est absolument incroyable, c'est que quand vous contestez Twitter, parce que j'ai vu, on m'a expliqué ce qui vous est arrivé à pas mal de gens qui m'ont écrit. Donc j'ai contacté Twitter et j'attends toujours une réponse. Alors peut-être Monsieur Elon Musk va faire plus que donner la réponse. Il va me rétablir dans mes droits de tweetos, comme tout à chacun. Mais ce qui est très étonnant dans cet univers, c'est qu'on ne s'adresse qu'à des robots. On ne s'adresse qu'à des algorithmes. Je sais plus qui disait le communisme en Russie, c'est le bolchevisme plus l'électricité. Là, c'est vraiment le monde, le wokisme plus les algorithmes, quoi. Et c'est une sorte fascisme numérique. On va pas tomber dans ce qu'on dénonce non plus, mais il y a quelque chose quand même d'assez effrayant là-dedans. Parce que moi, je ne suis pas Monsieur Bayou, je vais pas me défendre de quelque chose dont je ne sais même pas de quoi on m'accuse. Donc je peux pas me défendre, si vous voulez. C'est ça, cet univers, en fait. On vous dit, non, vous êtes en moitié banni de Twitter, enfin, vous êtes un citoyen de seconde zone sur Twitter, un utilisateur de seconde zone, parce qu'effectivement, les gens qui veulent accéder à ce que vous dites, il va falloir qu'ils cliquent, mais on ne vous dit même pas pourquoi. Et quand vous demandez pourquoi, on ne vous répond pas, vous pouvez pas vous défendre. Donc il y a quelque chose d'assez effarant là-dedans, et je crois qu'il y a, peut-être qu'on peut s'arrêter sur cette idée, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui est, l'effet absolument invisible d'une montée en puissance de la Chine. Bien sûr, c'est l'effet des technologies, des algorithmes, du numérique, etc., et du fait qu'on ne veut pas payer les gens à faire du contrôle physique sur leur contenu, mais pas que. Je pense que l'idée qu'il faut se comporter de manière socialement correcte, comme dans un univers confucéen, et que sinon on va mobiliser les technologies de l'information pour vous forcer à être un bon citoyen, vous donner une note sociale avec un QR code, et demain, en voyant si vous dépensez trop ou non de CO2, si vous avez pas si vous avez bien resté dans la file d'attente, etc. C'est pas quelque chose qui va se fonder comme dans notre civilisation à nous sur la culpabilité ou l'idée du bien et du mal, et donc je suis conduit à faire le bien et à penser à autrui, à penser à l'intérêt général parce que
j'ai cette conviction morale à l'intérieur de moi. Non, c'est quelque chose où le groupe va vous forcer et vous serez forcé en fait. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau qui émerge dans notre société, dont on a vu l'utilisation avec le pass sanitaire, et ce n'est qu'un début. Et cette montée en puissance de la Chine, vous savez, quand les pays deviennent extrêmement puissants, on ne comprend pas tout de suite qu'ils sont les dominants. Pendant très longtemps, les gens ont cru que c'était l'Empire britannique, c'était déjà les États-Unis. Et la mentalité américaine, elle a mis beaucoup de temps à percoler et à s'imposer partout. Maintenant, c'est fait. Là, la société chinoise, le monde chinois, il y a des signaux faibles comme ça. Les gens mangent de plus en plus de cuisine asiatique, se divertissent de plus en plus avec de la culture populaire asiatique. Et puis, ce confinement, ce pass sanitaire, je pense que les historiens dans l'avenir diront, voilà, là, ça a basculé à ce moment-là. C'est à ce moment-là que la Chine a un peu pris le contrôle des esprits. Guillaume Bigot, merci infiniment d'être venu nous voir. On recommande votre chaîne YouTube et on vous retrouve la semaine prochaine, chers téléspectateurs, pour un autre numéro de Dans votre salon, notre invité.